Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord de ce balado des Coops de l'information, produit en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. On va voyager ensemble pour voir du pays. Je m'appelle Simon Jaudoin, je me pose une question bien simple. Comment ça va chez vous? Comme vous le savez, depuis quelques années au Québec, la question de l'identité anime bien des discussions. On parle beaucoup de la préservation de la langue française ou encore de la vitalité de la culture québécoise à l'heure du numérique, par exemple. À ces conversations, il faut certainement ajouter celles qui portent sur la préservation du patrimoine bâti. On pense aux églises et aux presbytères, bien évidemment, mais il y a aussi de belles grandes demeures, des anciens hôtels, des théâtres, des écoles, des couvents, des bâtiments agricoles qu'on trouve partout sur le territoire. On peut penser en plus à tout le patrimoine industriel, des anciennes usines, des moulins, des pulperies. Bref, je pourrais continuer la liste très longtemps, mais il s'agit de toutes ces constructions qui font partie du paysage. C'est des témoins du passé qui ont des histoires à nous raconter et qui donnent aux villes et aux villages un caractère unique qu'on souhaite préserver, notamment en trouvant les moyens de les restaurer et les habiter. Depuis quelques années, on sent qu'il y a une prise de conscience concernant l'importance de ce patrimoine qu'on avait peut-être un peu oublié. Il me semble qu'il y a eu un réveil, un peu brutal parfois, parce que c'est souvent lorsqu'on détruit un bâtiment ancien que ça fait des grands titres. Ça a un peu l'effet d'une sonnette d'alarme. Alors, pour réfléchir à ces enjeux, je vous invite à me suivre pour aller faire un tour à Tursault, en Petite Nation, pour discuter avec le maire Benoît Lauzon. À titre de président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à l'Union des municipalités du Québec, il s'intéresse depuis un bon moment au dossier du patrimoine et il voit bien que la population interpelle de plus en plus les élus pour comprendre ce qui se passe dans ces dossiers. C'est un sujet que la population, les communautés nous parlent énormément, là, qui posent souvent des questions, surtout avec des dossiers qui ont fait les manchettes, font en sorte qu'ils emmènent la population à dire qu'est-ce qui va se passer avec tel ou tel bâtiment dans notre municipalité. Fait que ça t'apporte à dire, est-ce que je connais bien ça? Comment je peux m'impliquer? C'est quoi mes connaissances? Comment je vais travailler? Qui doit protéger quoi? Puis comment on doit le faire? Quand tu te mets le bras là-dedans, tu te mets à travailler là-dedans, c'est extrêmement intéressant. En même temps, il faut que je vous pose la question. C'est avec des histoires un peu malheureuses lorsque les bulldozers arrivent sur le terrain pour démolir un bâtiment que l'enjeu du patrimoine se taille une place dans nos préoccupations. Alors, comment on explique ça, selon vous? Est-ce qu'on l'avait mis un peu de côté, cette question-là? Quand ça arrive, à un moment donné, il s'est rendu qu'il est trop tard dans un dossier, puis c'est rendu à la démolition, puis je pense que personne ne peut intervenir. Et c'est à ce moment-là que la question est qu'on est bien encadré, puis est-ce qu'on est bien structuré pour sauver notre patrimoine? Moi, je pense qu'on s'est amélioré dans les dernières années. Mais il est venu, à un moment donné, je suis pas certain que c'était la priorité de savoir où on n'avait pas tous les outils pour pouvoir y arriver, ce qui fait en sorte qu'on avait des bâtiments inhabités qui sont la désuétude est rentrée là-dedans. C'est des bâtiments qui n'étaient pas chauffés. On est quand même au Québec. C'est important de le mentionner. On s'est ramassé dans certaines municipalités avec des projets où c'est impossible de restaurer. Ce qui fait en sorte qu'il y a certaines décisions qui ont été prises. Je pense qu'à l'encontre de la valeur des gens, mais c'est un choix, je pense, inévitable. Maintenant, il faut essayer d'éviter de se rendre là, puis de s'assurer que de protéger notre patrimoine, c'est d'en prendre soin immédiatement, puis pour toujours. Alors, il y a une prise de conscience, c'est tant mieux, mais si vous vous promenez un peu partout au Québec, vous vous êtes sans doute rendu compte que dans plusieurs petites localités, là, avec des très petites populations, on trouve un nombre considérable de bâtiments anciens. Moi, ça m'étonne toujours d'arriver dans un village de quelques centaines d'habitants et de voir tout ce qu'on y trouve. Bref, il y a partout sur le territoire plusieurs bâtiments qui ont été conçus et construits bien avant l'exode rural, la naissance des banlieues et dans un contexte économique qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Alors tout ça, évidemment, ça a une immense valeur sur le plan national, mais on peut se demander si des petites villes ou des petits villages ont le dos assez solide au niveau local pour prendre soin de tout ça. Les grandes
villes au Québec ou les moyennes villes au Québec, ils ont les ressources pour pouvoir y arriver. Mais on est 1100 municipalités au Québec, puis des municipalités avec 1000 habitants ou moins. Il y en a énormément au Québec où il y a 2, 3 employés municipaux à l'intérieur. Fait qu'ils n'ont pas toutes les connaissances nécessaires pour y arriver. Fait que c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec les MRC, où il y a les agents qui sont reconnus, expérimentés, puis sont capables de nous accompagner là-dedans. Fait qu'il y a un rôle très important au Québec qui appartient au MRC au niveau du patrimoine. OK, alors juste pour que je comprenne bien, chaque ville ou village n'a pas nécessairement les ressources ou l'expertise pour répertorier les divers éléments qui doivent être protégés ou préservés sur leur territoire. Et c'est les municipalités régionales de comté, les MRC, qui ont la mission de faire l'inventaire et d'offrir des services aux municipalités pour les accompagner. Oui, c'est ça. C'est la MRC, nous, ici, là, qui a le mandat de faire cette liste-là. Notre MRC, ici, la MRC Papineau, on compte 25 municipalités à l'intérieur de... On est une des MRC où il y a le plus de municipalités au Québec. On a une agente de développement culturel qui s'occupe de faire de la culture, du développement culturel, qui a toute la gestion qui est en lien avec la culture sur le territoire, puis qui s'occupe du patrimoine. Aujourd'hui, ça va prendre les sommes d'argent nécessaires pour être capable de dire on va se donner les moyens de nos ambitions. Ça prend des bras, ça prend des gens pour pouvoir y arriver, là. On a beau avoir une vision, une réflexion, puis de dire à la télé, aux nouvelles, devant tout le monde, que c'est important de préserver le patrimoine. Maintenant, comment on y arrive? On ne peut pas y arriver seul. Il faut travailler ensemble. Puis il faut se donner le personnel qualifié pour être capable d'y arriver. Bon, alors justement, on va aller s'en chercher des bras pour nous aider dans cette réflexion. Alors pour ce faire, j'ai voulu parler avec Audrey-Anne Belland. C'est une avocate spécialisée en droit municipal et administratif. Alors non seulement elle connaît très bien les lois et règlements qui concernent les municipalités, notamment celles qui encadrent la gestion du patrimoine, mais aussi elle est membre du conseil d'administration d'Action Patrimoine, un organisme qui rassemble plusieurs experts qui font de l'éducation, de la sensibilisation et de l'accompagnement auprès de la population et des élus. Action Patrimoine, c'est un OBNL qui va avoir d'ailleurs 50 ans bientôt, là, en 2025. Donc, ça fait longtemps que c'est dans le paysage. Sa mission, principalement, c'est de faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels au Québec. En fait, l'organisme intervient à plusieurs niveaux. Souvent, ils peuvent accompagner des citoyens engagés qui ont des questions particulières ou qui soulèvent des problématiques, ou encore des municipalités, les corps publics. Il y a un bon volet de l'organisme que c'est la formation. Donc, il y a des formations très complètes qui ont été développées. Là, il y en a 3 particulièrement. Donc, destinées aux élus pour les éduquer sur l'importance du patrimoine, la façon de le préserver, la façon de le mettre en valeur. Et sinon, en fait, il agit en prévention et en sensibilisation. Là. Donc, on envoie des lettres, par exemple, quand on est sensibilisé à des dangers potentiels pour des immeubles patrimoniaux, demande des avis de classement, par exemple, des demandes de citation. Donc, agit comme ça là aussi pour préserver le patrimoine et pas simplement en éducation. Parfait. Et de votre point de vue, quels sont les principaux facteurs qui font en sorte que la gestion du patrimoine, ça pose problème? Que pour plusieurs d'entre nous, autant les citoyens que les élus, ça semble souvent complexe d'arriver à une vision concertée sur cette question et de mettre en place des solutions pérennes. Oui, bien, je pense que les facteurs sont quand même multiples, mais il y en a, je dirais, principalement 2 principaux que je pense qui ressortent là, à travers les dossiers. Le premier, c'est ça. Je pense que c'est la méconnaissance des outils. C'est quand même un domaine qui est pointu, pour lequel il y a des dispositions particulières, une loi particulière qui a été mise en place. Et souvent, faut se remettre dans le contexte où les petites municipalités ont peu de moyens, peu d'effectifs. Ils ont déjà une panoplie là, pour faire du droit municipal. Je le vois à quel point ils ont un large éventail de règlements, de législation à connaître et à appliquer. Donc là, on rajoute par-dessus ça la protection du patrimoine. Simplement, souvent, les élus et le personnel de direction des municipalités ne connaissent pas les outils qu'ils ont à leur disposition et au-delà de ça, ne connaissent pas le patrimoine qui est sur leur territoire. Donc, entre autres, c'est une des nouveautés là, des changements législatifs de 2021, l'obligation de faire un inventaire pour savoir c'est quoi qu'on a en patrimoine sur le territoire. Déjà, on n'a pas ça dans la majorité des municipalités. Donc, comment protéger ce qu'on ne sait pas qu'on a? C'est là qu'on intervient en urgence à la dernière minute, que ça ne fonctionne pas, puis là, finalement, ça mène à des démolitions. Donc, il y a ça, la méconnaissance des outils de protection.
mais aussi un gros problème d'entretien des bâtiments. Donc, souvent, là, les cas de démolition, c'est que le bâtiment va être dans un état de détérioration tel que ce qui semble logique de faire, c'est d'autoriser la démolition, alors que, tu sais, la solution, c'est d'agir en amont. Entre autres, aussi, une nouveauté législative en 2021, c'est de rendre obligatoire des règlements d'entretien sur les immeubles, entre autres pour les immeubles patrimoniaux. Donc ça, si on est capable de les entretenir au fil des années, on évite de se rendre au point où ça tombe en ruine. Donc, évidemment qu'on va autoriser la démolition. Donc, c'est principalement ces deux enjeux-là. D'accord, pour l'entretien et l'action en amont, je comprends bien, mais ça, c'est une fois qu'on a établi que tel ou tel bâtiment doit faire l'objet d'une attention particulière. Mais pour répertorier le patrimoine et savoir comment en prendre soin, il me semble que, comme vous le dites, ça prend une expertise très pointue, celle des historiens, des architectes spécialisés. Il me semble qu'une bonne partie du problème, c'est la possibilité d'avoir accès à de telles ressources. Effectivement, là, souvent, ça fait intervenir des notions d'architecture. C'est un des problèmes, des enjeux qui est soulevé par le milieu municipal, c'est de dire on n'a pas les ressources. Effectivement, c'est vrai, là, il y a entre autres dans la loi des conseils locaux du patrimoine, mais ces conseils-là sont composés essentiellement de citoyens volontaires et de certains élus, mais qui, à tous égards, n'ont pas nécessairement de formation en patrimoine. Donc, encore une fois, on ne règle pas le problème. Donc, c'est pour ça qu'au moins les inventaires, dans la mesure où les MRC souvent vont aller chercher une aide externe. En fait, au moins pour ça, on a une bonne documentation. Chaque immeuble est répertorié en fonction de ses critères patrimoniaux, donc ça l'aide. Mais c'est effectivement un problème qui reste entier, là, l'absence de connaissances plus techniques, plus poussées au sein même des municipalités en patrimoine. On vient d'identifier que des carences de ressources et d'expertise, c'est un enjeu bien réel d'une importance capitale. Il y a sans doute du travail à faire de ce côté. Gardons ça en tête. Mais maintenant, si vous le voulez bien, on va tenter de comprendre quels sont les outils législatifs qui sont à notre disposition. Depuis le début de notre conversation, on parle d'inventaire, de bâtiments qui peuvent être cités ou encore classés comme faisant partie du patrimoine à préserver. Alors, qu'est-ce que ça signifie? J'ai demandé à Audrey-Anne Belland de nous démêler tout ça. Bien, d'abord, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a deux niveaux, là. Il y a le classement qui est au niveau provincial par le ministère, ou la citation qui est faite par les municipalités ou les MRC. Donc, ce sont deux niveaux différents. Donc, si on s'intéresse au niveau plus local, là, municipal, MRC, la citation, essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est un règlement qui est adopté par la ville ou la MRC qui vient indiquer qu'un bien a un aspect patrimonial, puis on vient documenter, donc, dans ce règlement-là, quels sont ces aspects-là patrimoniaux qu'on vise à protéger. Et une fois qu'un bien est cité par règlement, là, donc, il y a une protection additionnelle. Donc, la loi sur le patrimoine culturel prévoit que tous les biens cités doivent être entretenus par leur propriétaire pour en assurer la préservation. Et quand il y a une demande de permis qui est faite à l'égard de cet immeuble-là pour le modifier, le réparer, en fait, quelconque acte là, qui le concerne, il y a un avis préalable qui est envoyé à la municipalité qu'elle va étudier. Puis, il peut émettre des critères en disant on va autoriser que vous fassiez telle rénovation sur l'immeuble à condition que vous respectiez A, B, C, D pour préserver le caractère patrimonial de l'immeuble. Donc, ça permet comme un petit régime particulier à cet immeuble-là pour assurer que ses caractéristiques patrimoniales perdurent dans le temps. Très bien. Ça, c'est la citation au niveau municipal. Et le classement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un niveau, je dirais, un petit peu plus supérieur, là. Essentiellement, c'est pratiquement les mêmes effets. Simplement, celui qui autorise, c'est le ministère plutôt que la municipalité. Donc, généralement, c'est des immeubles qui présentent un intérêt au niveau, finalement, de la province au complet, là. Donc, ils bénéficient, si c'est le même genre de protection, en fait, quand on veut poser un geste à l'égard de l'immeuble, ça doit être autorisé. On ne peut pas démolir ces immeubles-là sans autorisation. Mais je vous dirais que, tu sais, étant classé, c'est pas un simple règlement municipal. Un règlement, ça s'abroge quand même par un conseil subséquent. Mais au niveau en fait, du ministère, c'est un petit peu plus compliqué là, si on veut sortir ce bâtiment-là de la protection. Après qu'un bâtiment ait été classé ou cité, bien évidemment, la prochaine étape, c'est de se demander ce qu'on peut faire avec. C'est bien beau dire qu'on veut le préserver, qu'il ne faut absolument pas le démolir, mais qui va s'en occuper? Pour répondre à ces questions, il faut faire preuve d'un peu d'imagination et toute une série de considérations se présentent à nous. Conserver et entretenir des bâtiments patrimoniaux, ça vient avec tout un cahier de charges.
Là aussi, ça prend des moyens. La question s'est posée à Tursault avec un bâtiment historique qu'on a voulu préserver et le maire Benoît Lauzon m'a raconté comment ça s'est passé. Et je vais parler d'un bâtiment qu'on a dans notre municipalité, puis qu'on pourrait prendre comme exemple, là. C'est le bâtiment au 1 rue Galipeau chez nous à Tursault, qui a déjà été dans le passé un ancien hôtel, un centre de traite où les gens descendaient pour vendre leur fourrure en bordure de la rivière des Outaouais où les bateaux passaient. Fait que c'est un bâtiment historique sur notre territoire. C'est un bâtiment qui était pendant des années à l'abandon. Là. Tu sais, je vais te dire, les plafonds étaient rendus croches. C'était épouvantable ce qui pouvait se passer là-dedans. Puis à un moment donné, la municipalité s'est dit, bon, ben, comment on peut y arriver? Sinon, le bâtiment, il va tomber par lui-même, il va tomber à terre. Est-ce qu'on a les moyens dans des petites municipalités comme Tursault, avec 3000 de population, d'investir dans un bâtiment inhabité puis qu'il n'y a rien là-dedans, puis de mettre énormément d'argent? Puis si on la met, pourquoi on la met, puis qu'est-ce qu'on fait avec? Ce qui est fait en sorte qu'on a travaillé à ce moment-là avec la CEPAC, le Parc national de Plaisance, qui est à proximité, qui ne se rendait pas chez nous. Fait qu'on a demandé un agrandissement du parc. On a demandé à ce que le parc prenne l'acquisition du bâtiment, puis que le parc mette les investissements avec les années nécessaires pour être capable de l'habiter, pour que les gens qui viennent dans le parc national soient capables, quand ils vont aller au 1 Galipeau, de se faire reconnaître là-dedans. C'est un bâtiment qui est merveilleux. Pas avoir fait ça, mais aujourd'hui, le bâtiment serait démoli. C'est certain que le bâtiment serait tombé. Puis c'est quand même un bel exemple du fait de dire qu'on a été capable de trouver un partenaire pour pouvoir y arriver. Ce que cette histoire nous permet de voir, c'est que la préservation du patrimoine, si c'est une responsabilité politique, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral, ça relève aussi de la participation des citoyens et de la société civile. Bon, dans ce cas-ci, c'est la CEPAC, une société d'État qui a pris part au projet, mais de multiples cas de figure sont possibles avec des organismes et des sociétés privées. Mais il y a plusieurs maisons patrimoniales qui, effectivement, sont occupées par des OBNL, par des maisons des jeunes, des organismes comme ça qui vont occuper la maison parce que la municipalité s'est portée acquéreur ou un partenaire. Donc, on voit ça. Mais c'est certain que les municipalités ne peuvent pas acheter tout ce qui est patrimonial sur le territoire. Là. Donc, c'est une avenue parmi tant d'autres pour préserver le patrimoine. Mais il faut dire que maintenant, dans la nouvelle législation, en ce qui a trait aux demandes de démolition, il y a quand même une période qui est permise pour toute personne qui serait intéressée à acquérir l'immeuble ou pour conserver sa valeur patrimoniale. Donc, on prévoit comme un espèce de droit de veto. Là. Quelqu'un peut intervenir dans le processus puis se manifester en disant « Moi, j'aurais quelque chose à faire avec ça pour préserver l'immeuble ou préserver ses caractéristiques patrimoniales. J'ai un projet. » Donc, la loi permet à quelqu'un de venir dans le processus, puis à ce moment-là, la demande de démolition est suspendue le temps qu'on étudie cette possibilité-là d'acquisition. Donc, je pense que c'est toujours regardé, mais c'est fou de prétendre de dire que c'est tout le temps la solution que les municipalités se portent acquéreurs. C'est pas une option qui est viable pour tous les projets. On voit bien que pour réussir la recette de la préservation du patrimoine, ça prend quelques ingrédients essentiels. D'abord, des élus et des administrations qui ont des outils, tant sur le plan législatif qu'administratif, pour mettre en place un plan d'action avec une vision à long terme. Ensuite, des citoyens et des sociétés privées qui ont envie d'imaginer des projets pour occuper les bâtiments. Et finalement, des institutions qui sont prêtes à les appuyer. On peut se dire que si ces trois ingrédients sont rassemblés, on est sur la bonne voie. Mais il reste encore quelques obstacles sur lesquels nous avons assez peu de contrôle. Dans la dernière année, ou même les 2 dernières années, on entend beaucoup parler des problématiques au niveau des assurances, au niveau du privé, d'être capable d'assurer un bâtiment à partir du moment qu'il devient patrimonial. Là, c'est un défi énorme. Ça coûte des fortunes aux propriétaires privés. Puis je dirais que c'est peut-être ce qui bloque à quelque part d'un propriétaire privé d'embarquer dans tout le processus là au niveau patrimoine. C'est quelque chose là qu'on entend énormément parler. Le peu d'outils aussi là de pouvoir y arriver. Vous savez, le coût de la vie aujourd'hui est énorme. Puis je pense que ces bâtiments-là, on doit être capable de bien les restaurer puis de maintenir leur histoire. Puis la deuxième enjeu où on voit beaucoup, c'est comment on fait pour s'assurer de l'habiter. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Je pense que on parlait des églises tantôt. Les églises ont servi
servi à héberger des gens à un moment donné dans certaines municipalités. Je pense qu'il y a des églises où ils ont des salles de spectacle, où il y a des spectacles qui se donnent aujourd'hui, où il y a des bibliothèques qui sont rendues à l'intérieur de certaines églises. Moi, je pense qu'il faut innover. Il faut s'assurer de mettre à l'intérieur, de s'assurer que les bâtiments sont bien habités. Puis des bâtiments habités, c'est beaucoup plus facile à garder en santé, là. Chose certaine, il reste que là comme ailleurs, ce sont souvent les histoires tristes qui font les manchettes. Mais de plus en plus, on voit de nombreux projets de restauration et de préservation qui sont des succès, assez souvent dans des petites communautés. Et comme on le sait, les bonnes nouvelles locales font rarement les grands titres du téléjournal. Dans tous les cas, ce qui a changé la donne, c'est vraiment la mobilisation des citoyens qui de plus en plus souhaitent préserver l'identité de leur milieu de vie. Je pense que les belles histoires, en fait, en patrimoine, c'est souvent ça. C'est la collectivité qui s'est mobilisée. C'est les citoyens qui ont décidé de prendre le dossier en main. Parce qu'il faut savoir que quand il y a des demandes qui adressent le patrimoine, comme ça passe devant le conseil municipal, c'est public. Les personnes intéressées peuvent faire valoir leur point de vue. Donc, effectivement, c'est la bonne place, c'est la bonne façon, les citoyens, d'essayer de participer à la préservation du patrimoine parce que les conseils municipaux, finalement, réalisent l'intention de leurs citoyens. Donc, s'ils voient que les citoyens sont engagés puis c'est un désir de conserver ces immeubles-là sur le territoire, je pense que ça va aider grandement aux décisions qui seront prises en ce sens-là, là. Donc, oui, la participation citoyenne est essentielle et peut-être pas assez mise de l'avant, là. Bien justement, question de mettre en lumière cette participation essentielle dont parle Audrey-Anne Belland, j'aurais envie de vous dire en terminant qu'il ne faut certainement pas se gêner de prendre la parole, que ce soit pour manifester son inquiétude ou son désir de proposer des idées de projet. À ce titre, je vais laisser les derniers mots à Benoît Lauzon, qui semble voir d'un très bon œil le fait que les amants du patrimoine prennent part à la conversation. Les amants du patrimoine, là, ils viennent régulièrement au conseil municipal poser des questions. On sait que présentement, on vit une crise en habitation, puis on vit des crises un peu partout, puis au niveau de l'itinérance, ce qui fait en sorte qu'on veut bien développer nos municipalités, puis ces gens-là veulent s'assurer que les municipalités... Puis c'est quoi votre vision de protéger l'identité de nos municipalités? Comment vous pensez le faire? C'est les personnes avec qui, après la séance du conseil municipal, qu'on reste pour pouvoir jaser, parce qu'on a besoin que ces gens-là soient des partenaires avec nous également, là. Fait que c'est des gens avec qui on jase souvent. Outre la période de questions, on s'assure qu'ils restent là à la fin de la séance pour jaser avec eux, parler de patrimoine, puis parler de nos municipalités, puis parler d'un bâtiment spécifique. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on peut y arriver? Et je pense que les élus au Québec ont cette conscience-là de bien protéger leur milieu puis leur patrimoine. Moi, je suis même pas inquiet à ce niveau-là. C'est une invitation qui nous est lancée et la suite de l'histoire se trouvera sans doute dans ces conversations à venir. Et pour ma part, comme je le fais souvent, je vous encourage à explorer aussi souvent que vous le pouvez les villes et villages du Québec pour découvrir tous ces bâtiments qui font partie de notre histoire. Préserver le patrimoine, c'est aussi le visiter et l'apprécier. C'est une autre forme de participation citoyenne et pas la moindre. Je vous dis donc bon voyage et profitez-en bien. Comment ça va chez vous? C'est une production des Coops de l'information en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. Si ces sujets de discussion et de réflexion vous intéressent, rendez-vous sur les sites de nos médias. Vous trouverez des compléments d'information, des liens vers des articles et d'autres références. Vous n'avez qu'à entrer l'adresse nousautres.ca dans votre navigateur pour nous trouver. Je vous invite aussi à vous abonner aux infolettres des 6 médias des Coops de l'information, Le Soleil à Québec, Le Droit à Gatineau, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est à Granby, Le Quotidien à Saguenay et Le Nouvelliste à Trois-Rivières. C'est gratuit et vous allez recevoir à tous les jours des bouquets de nouvelles locales qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au Québec. Je m'appelle Simon Jaudoin et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.